La révolution des parapluies rassemble depuis fin septembre à Hong Kong étudiants, intellectuels et travailleurs, tous unis pour une même cause, l'instauration d'un suffrage universel libre et transparent pour les élections de 2017 à Hong Kong même. Pourquoi manifeste-t-il? Eh bien, c'est que Pékin a imposé ses propres règles et gardé un contrôle sur le processus électoral. Mais après 2 mois, les manifestations s'essoufflent. Est-ce que tout cela aura été un coup d'épée dans l'eau? Je pose la question aujourd'hui à Dominique Cahouette, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et membre du Centre d'études de l'Asie de l'Est, affilié au Cérium. Bonjour, Dominique. Allô. Et Marie-Ève Reny, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques, également à l'Université de Montréal et spécialiste de la Chine au Cérium. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, je vais commencer avec vous. Point d'information au départ, qu'a imposé exactement Pékin et quel est le statut exact d'Hong Kong depuis la rétrocession, depuis sa rétrocession à la Chine en 1997? Donc, depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, Hong Kong est régi sous le principe d'un pays, 2 systèmes. Ce qui veut dire que Hong Kong bénéficie d'une grande autonomie politique vis-à-vis de la Chine continentale. Et la loi fondamentale de la région administrative de Hong Kong, qui est une pseudo-constitution, stipule en fait que le gouvernement hongkongais est responsable, est autonome en matière de gestion de sa politique intérieure. Cependant, Pékin est responsable de la politique étrangère de Hong Kong et de sa défense militaire. D'accord. Donc, au moment de la rétrocession, il y avait un accord avec les Britanniques selon lequel Hong Kong allait devenir éventuellement démocratique, allait adopter le suffrage universel. C'est en 2007 que Pékin se décide pour une date butoir quant au passage à l'acte. Ce serait en 2017. Donc dans 3 ans. Tout à fait. Et donc, par contre, Pékin impose des conditions. Pékin veut avoir son mot à dire sur la nomination des candidats à l'élection du chef de l'exécutif. Tout à fait. Donc, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, c'est ça qui a déçu les espoirs des manifestants et d'une partie des citoyens de Hong Kong qui voulaient, eux, un suffrage universel tel qu'on leur avait promis. C'est ça? En fait, les manifestants demandent à ce que Pékin n'ait pas son mot à dire dans la sélection des candidats donc que le processus de nomination soit ouvert en fait à la population. Entièrement libre. Là maintenant, après 2 mois, ça s'essouffle, les manifestations sont moins vigoureuses, la police démantèle les lieux de manifestation sans trop de résistance. Pourquoi est-ce que ça s'est épuisé, Dominique? À mon avis, il y a un cycle de mobilisation, c'est-à-dire que les gens ont testé jusqu'à quel point on pouvait pousser la limite. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que Hong Kong a quand même une tradition de mobilisation. On l'a vu depuis... dans les années 80, Hong Kong était un des endroits en Asie du Sud-Est et Asie de l'Est où on pouvait organiser des ONG, des groupes de citoyens s'organisaient. Donc, il y a eu une tradition... Ce qui n'était pas possible du tout, évidemment, en Chine continentale. Ce qui n'est pas possible en Chine continentale. En Asie du Sud-Est, dans les années 80, on avait toute une série de dictateurs. Donc, plusieurs ONG et groupes de citoyens s'étaient organisés à Hong Kong. Donc, il y a une tradition de descendre dans la rue à Hong Kong. On l'avait vu aussi lors du sommet de l'OMC en 2005, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées. Et donc, à mon avis, il y avait une certaine idée de tester quelles étaient les limites, jusqu'à quel point on pouvait pousser le gouvernement chinois, tester un peu l'espace politique qui était disponible. Et maintenant, donc, pourquoi justement cet affadissement, cette accalmie de la part des manifestants? On a testé et finalement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, si j'ai bien compris. Le gouvernement Pékin n'a pas bougé. Pourquoi se calme-t-il? Pourquoi ne maintiennent-ils pas le cap? Je pense qu'il y a une perception de la part des leaders selon laquelle ils doivent effectuer un ajustement de stratégie, de tactique de résistance pour pouvoir convaincre une plus grande partie de la population hongkongaise que leur lutte est crédible et elle mérite d'être menée à terme. Donc, comme on l'a vu tout au long des semaines du déroulement des manifestations, les manifestations ont entraîné en fait une certaine frustration de la part de la population hongkongaise, du côté des ambigus, qui n'étaient pas sûrs de se ranger du côté du plan de réforme de Pékin, mais également du côté de la population qui se dit pro-Pékin.
Donc, le mouvement va devoir se repenser, se redéfinir pour pouvoir établir un plan d'action pour la suite. Donc, c'est pas terminé, nécessairement. C'est pas parce que ça se calme qu'on peut penser que c'est terminé. Ce serait un échec si c'était terminé à ce stade-ci. Il y a un fait, évidemment, c'est la police hongkongaise qui démantelait les manifestants, qui endigue et refoule les manifestants. C'est pas Pékin. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur justement les clivages au sein de l'élite politique, mais de la population à Hong Kong? La population hongkongaise est très polarisée. Donc, il y a une polarisation socio-économique. Les intérêts pro-Pékin sont liés au secteur des affaires, des finances. Okay. Ce sont des intérêts qui veulent en fait s'assurer que Hong Kong demeure un centre financier stable à long terme et qui estiment en fait qu'une démocratisation du système politique pourrait remettre en cause une telle stabilité. Cette croissance-là. Le mouvement pro-démocratie est assez diversifié, mais il y a une partie du mouvement qui revendique une ville plus équitable sur le plan de la redistribution sociale et un État-providence plus généreux, une couverture sociale plus généreuse pour la population défavorisée. D'accord. C'est intéressant de comprendre aussi pourquoi Pékin tient tant à garder un contrôle tel sur Hong Kong. Quelle est la motivation derrière ça, Dominique? À mon avis, au fond, Pékin, c'est sûr que Hong Kong, c'est important pour le milieu des affaires. Le président chinois avait rencontré les 70 hommes d'affaires les plus importants à Hong Kong, d'assurer assuré qu'il y avait un support. Mais au fond, je pense ce qui les préoccupe le plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la Chine continentale. Et donc, quel signal on veut envoyer? Et les militants communiquent entre eux. Hong Kong, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de militants qui veulent organiser à l'intérieur de la Chine. Et donc, le signal que l'on donne, la façon dont on traite Hong Kong ou les manifestations, c'est un signal qu'on envoie sur qu'est-ce qui est possible de faire et est-ce qu'à l'intérieur de la Chine, on commence à s'organiser. Et ça, c'est vraiment la grande préoccupation. Il n'est pas question d'avoir de manifestations à Pékin même, par exemple. Et donc, c'est jusqu'à un certain point, on joue une ligne dure, à mon avis, en partie pour envoyer un signal face à ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. Je ne sais pas si Marie-Ève est d'accord ou si Oui, Marie-Ève? Est-ce que la question, c'est pourquoi est-ce que Pékin tient tant à Hong Kong au sein de son territoire même, ou pourquoi Pékin tient tant à vouloir s'ingérer dans les affaires de Hong Kong? Les deux questions sont pertinentes, effectivement. Mais en fait, pour ce qui est de la première question, Pékin tient au territoire hongkongais tout simplement parce que la souveraineté territoriale est une des priorités numéro 1 de l'État chinois et que... En fait, ce serait une perte de face totale vis-à-vis de sa propre population, mais de la communauté internationale de ne pas pouvoir contrôler cette portion de territoire. Pékin tient aussi à avoir un pouvoir de décision dans la nomination du chef de l'exécutif parce qu'elle veut éviter à tout prix qu'il y ait des leaderships à Hong Kong qui soient pro-Occident et non pro-Pékin. Alors, on peut se poser la question à savoir si cette dichotomie est valable et que finalement, un leadership pro-Occident pourrait également être pro-Pékin et que les deux ne sont pas irréconciliables. Mais voilà, donc c'est... Et puis, je suis d'accord avec Dominique Cahouette que Pékin veut à tout prix éviter que les manifestants réussissent à avoir leurs revendications accommodées parce que le gouvernement chinois cherche à éviter que ce type de mouvement pro-démocratie se reproduise sur son propre territoire. Ah oui. Est-ce qu'on n'est pas dans l'héritage de Tiananmen, qui date d'il y a 25 ans? On se rappelle la répression des manifestants à Tiananmen et depuis, le gouvernement ne tolère de moins en moins, en fait, la dissidence. Est-ce que ce n'est pas un héritage? Ce qui se passe à Hong Kong, le comportement de Pékin, n'est-il pas un héritage de ce qui s'est passé il y a 25 ans à Pékin? Je pense que le comportement de Pékin
vis-à-vis de ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui est très différent. Pékin est en retrait de ce qui se passe à Hong Kong, principalement parce que c'est le gouvernement hongkongais qui est responsable de la gestion de ses affaires intérieures. Et le gouvernement hongkongais ne peut tout simplement pas prendre des mesures aussi drastiques que le gouvernement chinois avait prises en 89, parce qu'il est régi par des institutions qui ne sont pas complètement autoritaires. La liberté d'association, d'expression, elle est protégée à Hong Kong. Donc, il y a des limites jusqu'à quel point le gouvernement hongkongais peut intervenir dans ces manifestations. Mais du côté de Pékin, il y a très certainement une peur qu'un autre Tiananmen ait lieu. La question à savoir si c'est une question réaliste doit être posée. Le gouvernement chinois a beaucoup investi dans son appareil coercitif depuis 89 pour éviter qu'un autre Tiananmen ait lieu. Et c'est pas clair que les dissidents politiques en Chine seraient en mesure de se mobiliser collectivement pour organiser le type de manifestation qu'on voit à Hong Kong aujourd'hui. Dominique, pour conclure rapidement, ce qui se profile, ce qui se passe présentement à Hong Kong avec le comportement de Pékin, si vous, pour le mouvement pro-démocratie, vous seriez optimiste? Enfin, comment entrevoyez-vous la suite des choses? Bien, c'est pas évident. La première chose qu'il faut souligner, c'est que Tiananmen Square, ça fait 25 ans. Ceux qui étaient dans la rue, c'est des étudiants. Ils n'étaient pas nés au moment de Tiananmen Square. Et donc, je pense que pour eux, l'agenda est vraiment un agenda centré sur ce qu'ils voient ou ce qu'ils perçoivent. C'est leur militantisme qui émerge. 2017, c'est quand même loin. C'est-à-dire que c'est 3 ans, d'ici 3 ans. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a une partie théâtrale, je pense, qui était de Pékin, qui voulait déjà mettre en ligne déjà comment ils allaient gérer 2017, parce qu'au fond, ils pourraient imposer un candidat. On peut trafiquer des élections, c'est pas si difficile à faire et on l'a déjà fait. Et donc, il y a une partie, je pense, qui est tournée vers l'extérieur aussi. Comme disait Marie-Ève, on veut démontrer que Hong Kong fait partie de notre territoire. On va tolérer une certaine marge de manœuvre, mais il y a des points qu'on ne peut pas traverser. Et l'exercice de la souveraineté chinoise sur son territoire, Pékin, ou même on pensait à la mer du Sud, c'est un enjeu crucial à ce moment-ci dans la géopolitique ou la politique extérieure de la Chine. Donc, l'aspect d'aller-retour entre politique extérieure, comment on se présente et comment on gère les demandes internes, je pense que c'est là qu'il faut se concentrer et regarder comment ça va évoluer d'ici 3 ans. 3 ans. Donc, on a 3 ans d'observation à suivre pendant 3 ans. Dominique Cahouette et Marie-Ève Reny, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci à vous.